Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut les amis, au programme, deux entrepreneurs en fait dont je suis la croissance depuis 3, 4, 5 ans en tout cas pour Frischti. Alors Frischti c'est très parisien, donc, mais on va en parler avec Julia Bijaoui, il y a des chances que vous ne connaissiez pas, mais vous allez connaître. Et puis c'est le phénomène qui m'intéresse, le phénomène qui a, mais alors vraiment littéralement explosé pendant le confinement, c'est la livraison de repas les amis. Là aussi on en parlera, je le dis d'un mot, Uber, le fameux Uber, a fait plus d'argent sur le premier semestre dans la livraison de repas, Uber Eats, que dans le transport de personnes, les VTC. Donc vous prenez la mesure quand même de ce qui est en train de se passer sur ce marché. Il y a un certain nombre d'acteurs français qui sont là-dedans. Julia Bijaoui, Frischti en fait partie. Elle est donc très forte à Paris en Ile-de-France, mais elle va débarquer maintenant dans pas mal de grandes villes, de grandes capitales régionales. Et puis ensuite, on parlera encore du financement des entreprises. Là aussi, plateforme de financement, j'ai pas envie de dire alternative, mais plateforme de financement en tout cas en marge des banques. Et cette plateforme, elle va peut-être être très utile aux hôteliers, aux restaurateurs, à l'ensemble de ceux à qui plus personne ne veut plus rien prêter. Et en tout cas pas les banques. Donc vous allez voir ça, c'est parti, c'est Sud Radio. Julia Bijaoui, bonjour Julia. Bonjour Stéphane. Fondatrice de Frischti. Alors Frischti, parce que on espère parler à toute la France. Frischti, ça n'est encore que parisien, un tout petit peu Île-de-France. Absolument, la partie course est disponible pour toute la France, livrée en 24 heures. La partie Paris, course, c'est quoi la partie La partie course supermarché. Donc en fait, nous, on cuisine des plats que l'on livre, mais on a aussi une partie supermarché. Je savais pas ça, moi. Oui, depuis 2 ans. J'aurais dû venir l'annoncer avant. De produits frais? De produits frais en direct de producteurs. Il y a à peu près 1000 références qui sont livrées entre 20 minutes et 1 heure dans Paris. Et qui sont livrées dans toute la France en seulement 24 heures. Voilà. Donc c'est un segment supplémentaire sur lequel tu pourrais t'étendre davantage encore. Ça fait déjà 2 ans, ça représentait avant le Covid 30% de notre chiffre d'affaires, pendant le Covid 70%, parce que les besoins ont complètement changé, les gens étaient chez eux, donc en fait ils ont plutôt fait leurs courses, et on était un service qui était un des rares à proposer des produits frais livrés en 1 heure. Donc ça a eu vraiment... Et tu as eu des nouveaux clients grâce à ça? Absolument. Ou c'était ceux qui connaissaient? Oui, le bouche à oreille a été exponentiel, on a fait x3 en termes de chiffre d'affaires cette partie-là du business, mais ça n'a rien, on a lancé ça il y a 2 ans, donc non, mais... plus en anticipant et en se disant voilà la praticité, la qualité de notre approvisionnement, ça peut aussi servir sur les courses où il n'y a pas aujourd'hui une expérience qui est suffisamment digitalisée ou suffisamment fraîche et qualitative. Donc notre technologie de livraison, notre technologie de l'ultra frais, on va l'appliquer maintenant aux courses et proposer un service un peu nouveau. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de durable, Julia? Je pense que le Covid a vraiment accéléré des tendances qui existaient déjà. C'est-à-dire que peut-être qu'on a gagné 10 ans ou 5 ans dans l'exponentialité de certaines tendances. À savoir, premièrement, un vrai désir de mieux consommer. Tous pris conscience de l'impact de ce que l'on faisait sur notre santé, sur notre planète. Donc un vrai désir de mieux consommer, mieux manger. Ça va rester ça? C'est ce qu'on observe, les gens en parlent, ils se sont posé des questions, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit est-ce que je partirai? Moi je vois les patrons de la grande distribution là qui nous disent c'est reparti comme en 40 les amis, la guerre des prix, etc. quand même. Nous c'est vrai qu'on n'y a jamais cru chez Frischti, on croit au contraire plutôt sur la tendance, il y a effectivement... Mais alors sur une population très urbaine en même temps, qui est la population que tu sers. Exactement, nous on sert une population urbaine qui a envie d'un retour à la qualité, à la terre, qui n'a pas forcément l'envie ou la possibilité de déménager en Provence, et qui pour autant veut mieux consommer. Donc, le bio c'était plus 10%, enfin c'est quand même des secteurs qui sont vraiment en croissance et je pense que ça va s'accélérer effectivement avec le Covid. On a tous pris le temps quand même de faire une pause et de réfléchir à est-ce qu'on avait vraiment besoin de consommer certaines choses, est-ce qu'on pouvait pas mieux consommer les choses un peu essentielles. La deuxième chose c'est une accélération de la digitalisation, j'invente rien, mais forcément le fait qu'on puisse moins facilement se déplacer, etc., et accélérer l'e-commerce et la livraison. Et puis on y a pris plaisir, on a vu que ça marchait, on a vu que vous délivriez parfaitement ce que vous promettiez, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est des gens qui auraient encore mis un peu quelques années à passer le cap de faire leurs courses en ligne ou d'acheter un repas en ligne, l'ont fait pendant le Covid et continuent et ont pris goût effectivement à cette praticité. Et puis la troisième chose, c'est la transformation du travail avec une accélération du télétravail et donc on a de plus en plus de gens chez eux
qui ont besoin de se simplifier la vie parce que pour autant, effectivement, ils travaillent. D'ailleurs, j'ai sous-titré notre entretien « Qui mange encore dans sa cuisine ?» avec un point d'interrogation. C'est peut-être ça aussi le monde d'après. Je me souviens du fondateur de Blablacar qui me disait aussi, vous savez, si on est là où on est, c'est juste parce qu'on est les meilleurs technologiquement. Voilà. On peut dire un mot de cette technologie, je ne me trompe pas, il me semble que tu m'avais raconté que globalement l'idée c'est quand même de prévoir ce qu'on va commander. Tu as des clients et à un moment tu sais que ils vont demander tel plat à telle heure. Alors que ta carte change tous les jours quand même. Alors notre carte change tous les jours, il y a plus de 30 plats par jour, vingtaine d'entrées, une vingtaine de desserts. Donc effectivement il y a une rotation très forte. On a plusieurs briques de technologie chez Fruity parce qu'effectivement on est une boîte tech, comme tu le disais. La principale c'est effectivement cette technologie autour de la gestion du frais. On ne met aucun conservateur dans nos plats, dans nos produits. Donc, on a des produits en main qui durent entre 3 heures et peut-être au maximum 24 ou 48 heures. Donc, forcément, ça demande... Pour autant, les gens commandent à la dernière minute. Et nous, on a préparé ça quelques heures avant. Donc, ça demande une capacité à prédire le volume, à analyser la demande et à prévoir ce qu'il faut commander très forte. Donc effectivement, on a développé une technologie pour gérer cet ultra frais avec des algorithmes, etc. Ça, c'est une de nos grosses briques technologiques. La deuxième, c'est toutes les interfaces clients qu'on peut voir et qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, de gérer du click and collect, de gérer la livraison jusqu'à son poste et la commande 100% digitale, ce que peuvent pas trop faire encore pour le moment les acteurs de la restauration collective traditionnelle. Et puis la troisième brique, c'est la brique logistique, où on a construit tous nos outils en interne pour préparer une commande à un endroit, l'envoyer en 30 secondes, la donner à un livreur qui derrière part avec une tournée, ce qui nous permet de livrer de manière efficace dans tout Paris. Ils peuvent te rattraper, Sodexo? Je sais pas. Il était forcément si... Il va falloir en tout cas qu'effectivement... il se passe quelque chose. Tous les autres grands acteurs de la restauration collective transforment leur modèle historique qui n'est ni satisfaisant pour le client entreprise, puisque ça coûte extrêmement cher, et c'est une grosse rigidité. Quand il n'y a pas assez de clients, c'est l'entreprise qui paye des pénalités, des frais d'admission qui augmentent, etc. Et qui ne satisfait pas non plus le client final, c'est-à-dire celui qui déguste son plat, en termes de fraîcheur, en termes de qualité. Donc il faut repenser le modèle, et effectivement, nous, on est une des solutions. Et toi, tu vois ça, forcément, entrepreneur, davantage comme une opportunité que comme une menace. C'est-à-dire, tu te dis pas, waouh, ils vont mettre des millions sur la table pour essayer de faire Fruity mieux que Fruity. Non, je pense qu'effectivement, on a 5 ans d'avance. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir une marque aussi forte, que ça s'invente pas, une vraie tradition depuis le début. On n'a pas d'historique, en fait. Donc, on a un historique qui est juste d'avoir fait du bon depuis 5 ans. Qu'on n'a pas d'historique, entre guillemets, à effacer. On est arrivé là en construisant tout ça et en étant cohérent de bout en bout. Et puis enfin, je pense que c'est plus facile pour une boîte comme la nôtre d'innover très rapidement que pour des très grandes boîtes. C'est difficile d'innover à très grande échelle. Enfin, il y a Amazon qui arrive, Google, ils ont des cultures d'entreprise extrêmement particulières. Maintenir un niveau d'innovation quand il y a des milliers d'employés, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Alors, mais justement, Amazon, Google, Uber, ce que je disais tout à l'heure, enfin la livraison de repas qui connaît une croissance exponentielle. Enfin, on verra ce qu'il en est, là, mais je le disais, les chiffres d'Uber sont très clairs, hein, davantage sur la livraison de repas au premier semestre que sur le transport de personnes. Ils ont signé, je crois, 2 chèques à plusieurs milliards de dollars. Tu dois connaître ça par cœur, aux États-Unis pour racheter justement des livreurs de repas. C'est une mutation fondamentale, profonde. Oui, je pense que c'est une mutation fondamentale profonde, que le secteur de l'alimentation était encore très peu digitalisé. Quand on regarde le secteur des courses, pré-Covid, c'est 3% des achats, entre 3 et 5% si tu inclus le drive, qui étaient faits en ligne. C'est très faible en fait comme taux de pénétration de l'e-commerce. Pourquoi ? Puisque c'était un des pires secteurs à digitaliser, il faut être honnête. Comme je te le disais, c'est des produits extrêmement fragiles. Mais bien sûr. Il faut gérer du frais, gérer des stocks de manière extrêmement fine, extrêmement précise. Il y a peu de marge dans l'alimentation. Tu le citais, il y a une guerre des prix. C'est un budget du quotidien. Les gens peuvent pas doubler leur budget d'alimentation. Donc, il faut maintenir des prix bas pour être compétitif et proposer une offre vraiment quotidienne. Donc, c'est un secteur qui est très difficile à digitaliser. C'est pas un hasard si c'est un des derniers secteurs à digitaliser. Mais aujourd'hui, effectivement, le client et la demande est là et elle ne va que grandir. Et donc, il va y avoir complètement une redistribution des cartes, des acteurs historiques qui vont essayer peut-être réussir à se transformer, Amazon, et puis des nouveaux entrants, et par exemple comme Fruity, j'espère, et avec nous un positionnement qui est très clair sur la qualité, le frais, la transparence.
Donc c'est aussi une de nos cartes à jouer, c'est qu'au-delà de notre efficience logistique, on a une proposition de valeur forte pour le client final. Julia Bijaoui, donc la cofondatrice de Frishti, qui était avec nous sur Sud Radio, le financement des entreprises. Il est en train de se modifier, on va voir ça. Dernière partie donc de l'émission, Olivier Goy, le fondateur d'October, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Cette dernière partie, elle s'appelle Combat, Olivier. Alors, Oula, je sais. Carrément. Ouais. Bon, allons-y. Ouais, tous les entrepreneurs, ils ont un combat en tête, non? C'est vrai. Sinon, t'avances. S'il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'énergie. Et voilà, c'est ma conviction. Et donc, il y a forcément un combat qui dépasse. Je vais embaucher des gens et je vais essayer d'être rentable et de garantir leur boulot. Il y a quelque chose de plus. Je t'entendais dire que la digitalisation, la tech, enfin, qu'en fait, on prenait pas. Tout le monde en parle. C'était assez spectaculaire ce que tu disais. Tout le monde a ce mot-là à la bouche. Personne ne prend le truc vraiment au sérieux. Personne ne prend le truc vraiment à bras le corps. Hein, c'est ça. C'est vrai que c'est un constat que je faisais, que j'appliquais au seul univers que je connais bien, qui est l'univers de la finance. De la finance, effectivement. Et dans l'univers bancaire, notamment, tout le monde a ce mot-là à la bouche, mais peu franchissent vraiment le pas. Mais alors, commençons par là, parce que j'étais saisi de ce que tu disais. Il se trouve que Nicolas Reboul, le patron de Shine, donc la banque pour les entrepreneurs, racheté par la Société Générale. Voilà, il était là il y a 2 jours, et je lui demandais, mais je ne comprenais. Pourquoi est-ce que la Générale quand même, bon Dieu, elle n'est pas capable de faire une banque qui soit au niveau de Shine, de Nicolas Reboul, de ses quelques amis, ce qu'ils ont fait en 1 an et demi? En fait, tu m'apportes la réponse. C'est parce qu'ils prennent pas le truc au sérieux, finalement. Alors en fait, c'est pas si simple que ça pour eux. C'est marrant parce que j'ai eu 2 discussions cette semaine avec 2 managers de banques totalement différentes dans leur physionomie qui m'ont chacun utilisé la même métaphore. Ils ont dit, écoute, il faut que tu comprennes un truc. C'est que j'ai un château qui est là depuis toujours. Et dès que je veux commencer à l'améliorer, ça me coûte une fortune parce que j'ai des tonnes de choses dans mon château. Alors je le challenge, je dis oui, mais en même temps, ton château, si tu mets pas un peu de budget d'investissement, il y a un moment, il va s'écrouler. Et puis tu pourras plus rien faire tellement ça va te coûter cher en travaux. On va finir par le raser, ton château, puis on mettra un immeuble dessus. Et puis t'as tout compris, c'est ça mon problème. Et en fait, c'est excellent comme image. Le paradoxe de cette image-là, et moi c'est ce qui m'inquiète peut-être le plus, et notamment qu'on discute avec tous ceux qui travaillent main dans la main avec notamment les banques au quotidien, c'est-à-dire tous les conseils et autres, c'est que cette crise que l'on vit du Covid paralyse paradoxalement les décisions. C'est-à-dire que aujourd'hui l'inquiétude dans l'établissement financier, c'est de se dire, j'essaie de me projeter, qu'est-ce que je vois un peu plus loin? Je vois une vague de défauts qui arrive. J'ai distribué plein de prêts garantis par l'État, mais comment vont-ils être remboursés? Je vais voir ces défauts et finalement, ça me donne pas envie de préparer l'avenir, ça me donne envie de me refermer. Attends, vague de défauts. Moi, je veux faire très très attention à ça. Je lis ce matin dans les Échos Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, il voit pas de vague de défauts. Pas pour l'instant. À la question, question, est-ce qu'il y aura des défauts sur ces PGE? Lui dit très très peu. Mais à la marge, infime. On ne peut que. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis que c'est ce qu'ils anticipent. Donc aujourd'hui, c'est clairement leur anticipation. C'est ce qui leur fait peur. Aujourd'hui, effectivement, ce qui a beaucoup retardé les défauts, d'ailleurs, ils sont historiquement bas, les défauts. Hein. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, historiquement bas. Et pourquoi? Parce que le chômage partiel a été une planche de salut extraordinaire pour toutes les entreprises, et parce que les prêts garantis par l'État, plus de 100 milliards d'euros injectés dans la trésorerie des entreprises, effectivement, ça a donné un bol d'air incroyable. Donc effectivement, tout cela, pour l'instant, a énormément limité les défauts. Parlons des PGE. 90-10, c'était bien. Patrick Puy. Tu vois, Patrick Puy, c'est le type qui essaye de sauver ce qui reste encore de Vivart, la Halle, etc. et tout. Lui, il dit il aurait fallu faire 100%. Alors, 100% de garantie. Alors, 100% de garantie, le problème, c'est que ça n'aligne plus les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire que là, ça amène des comportements déviants. C'est-à-dire celui qui distribue l'argent, concrètement la fintech, la banque, dans ce cas-là, va prendre tout et n'importe quoi. Oui, mais il en a demandé 14, lui, parce qu'il a 14 entreprises en redressement. 14 refusés. Alors, il faut être clair. Les PGE n'ont pas pu servir 100% des besoins, c'est une évidence. Ça, c'est sûr, mais ils ont servi quand même l'essentiel des besoins. Il faut en plus que les entrepreneurs français, là, je vais témoigner avec ma casquette d'entrepreneur européen, soient conscients de l'énorme chance qu'ils ont eue. Parce qu'en France, non seulement on a eu un PGE à 90%, donc de ce point de vue-là, tu vas me dire, c'est pas très différent, par exemple, du PGE italien, qui était aussi à 90%. La grosse différence, c'est que le PGE italien, son coût, c'était pas 0,25%. C'était 10 fois ça.
10 fois ça pour l'entreprise. Donc, ce sera ça à l'arrivée pour ceux qui ne vont pas rembourser dans la première année. Ils vont payer à peu près 2,5%. Mais ce sera le même facteur. Oui, Voilà. je comprends. Autre exemple encore plus direct, si tu vas aller plus on va vers le nord, plus c'est compliqué. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, quand tu veux un prêt garanti par l'État, il faut être caution à titre personnel à hauteur de 25% du montant du prêt. Donc tu as une entreprise qui souvent représente l'essentiel de ton patrimoine en tant qu'entrepreneur. Va mal et on te demande d'être caution. Et là, quand on sait ça, on comprend mieux les difficultés qu'ont eu les différents ministres de l'Eurogroupe à s'entendre. On voit les différences de conception qu'il y a face à une crise aussi grave. Alors là, c'est quand même aussi notre petite idée française. C'est formidable, c'est pas grave, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. C'est-à-dire c'est formidable jusqu'à ce que arrive l'échéance du remboursement. Et c'est aussi ça qui s'est passé, c'est que tout le monde pense ou pensait, sûrement à tort, qu'à partir du moment où on est une entreprise, on a les droits en PGE. C'est pas tout à fait ça non plus. Olivier, on n'a pas encore dit ce que tu faisais, quand même, globalement. Voilà. Comme commentateur politique européen. Exactement. Expert financier européen. Donc il a une plateforme, October, plateforme de financement d'entreprise. Plateforme de financement d'entreprise, alors au départ, c'était par les particuliers. Et puis ça s'est étendu finalement. En fait, même dès le démarrage. On a eu cette dualité de prêteurs particuliers et institutionnels. Une autre manière. Mais les institutionnels, j'ai toujours trouvé ça étrange parce que ils ont le moyen, eux, de concourir à l'ensemble des... Paradoxalement, non. Demandes de prêts qui sont ouvertes, voilà. Alors, paradoxalement non. Par exemple, un assureur n'est pas du tout outillé pour faire des prêts à 30, 50, 100 000 euros à une entreprise. Et voilà, c'est ça. Voilà. Il peut faire des prêts potentiellement de très grande taille. Ils le font parfois en prêt direct, mais c'est extrêmement rare. Mais pour faire des prêts avec une granulométrie comme nous le faisons nous, c'est-à-dire des prêts moyens, en ce moment, c'est des prêts moyens à 250 000 euros que nous faisons. Donc c'est pas du tout, on imagine mal. Mais qu'est-ce qui intéresse l'assureur à prêter 250 000 euros à une entreprise? Alors, déjà, l'avantage, c'est que quand il vient chez October, il sort pas son carnet de chèques pour 250 000 euros. Il vient, il met plusieurs millions d'euros à disposition de notre plateforme pour qu'ensuite nous, on se diversifie sur un nombre très important d'entreprises. Et toi, tu lui offres une rentabilité à ce moment-là que peu de produits... Une rentabilité, et puis aussi, il faut reconnaître qu'il y a un côté très engagé aujourd'hui de ceux qui viennent prêter chez nous. Paradoxalement, et ça c'est tout le paradoxe de cette crise qui m'étonne beaucoup, moi qui ai vécu 2008 juste avant, avec un assèchement total des liquidités, il n'y a pas d'assèchement des liquidités. On va faire quelques annonces importantes au niveau d'October d'ici la fin septembre. On a levé des sommes extrêmement conséquentes parce qu'on a vu des assureurs, parce qu'on a vu des investisseurs publics du type le Fonds européen d'investissement notamment, BPI, se mobiliser et être prêts à soutenir cette économie, ces TPE, ces PME. Mais tu dis quelque chose de très très important sur lequel insistent notamment les industriels. La grande différence effectivement par rapport à 2008, c'est qu'il n'y a pas d'assèchement de liquidité et que donc notamment pour l'industrie, on peut continuer à travailler, on peut continuer à investir, on peut continuer à acheter des grosses machines. Enfin, voilà, c'est exactement. La seule chose qui manque, c'est du chiffre d'affaires. J'avais des chiffres, mais ils sont peut-être maintenant 1 millier de projets financés, 445 millions d'euros et à peu près 22 000 prêteurs sur ta plateforme, c'est ça, Olivier? C'est exactement ça, mais je pense qu'on a la capacité aujourd'hui de prêter peut-être 150 millions d'euros de plus d'ici la fin de l'année. Donc il faut que l'hôtelier qui ne pense pas que la terre va s'ouvrir sous ses pieds, qui a l'intention de repartir... Et de se battre. Et il faut qu'il aille sur une plateforme comme October et il trouvera là... Et tu ne crois pas aussi bien dire, puisqu'on annoncera des initiatives très intéressantes pour le tourisme d'ici la fin du mois. Mais ça va leur coûter cher. Ça va leur coûter un petit peu plus cher, mais là on se retrouve dans un monde assez binaire, malheureusement, qui va être rien ou un petit peu plus cher. Voilà. Et alors, est-ce que toi tu auras le volume suffisant? Enfin, vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal d'entreprises de start-up qui se sont lancées en même temps que toi sur énormément. On était 60 sur les beaucoup trop, va penser l'entrepreneur. Mais c'est logique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un monopole bancaire, un appel d'air. On arrive au bout. Tu vas multiplier le risque, toi. On a bien géré ce risque. Olivier Goy, donc, October, ancienne Lenpix. Et on se retrouve lundi sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Allez, la suite tout de suite des vraies voix qui font bouger la France. On va retrouver Olivier Daudet pour vous expliquer comment bien gérer votre patrimoine, ses conseils de famille. Sud Radio, conseils de famille.
La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Vous aider à gérer au mieux votre patrimoine, c'est tout ce qui nous intéresse et c'est toute la raison d'être des conseils de famille sur Sud Radio. Les conseils de famille, conseils en l'occurrence d'un professionnel reconnu, aguerri, conseil avisé de Stéphane Moller. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Vous êtes, rappelons-le, le fondateur et le directeur de Via Wealth Management. La gestion de patrimoine est au cœur de votre activité, au cœur de votre métier. On va parler crédit, on va parler immobilier. Quels sont les critères, Stéphane, d'obtention? Ça a intéressé beaucoup de celles et ceux qui sont à l'écoute. Les critères d'obtention d'un crédit immobilier. Dans les dernières années, et en particulier cette année, les banques ont beaucoup resserré les conditions d'octroi de crédit. Le rôle d'un conseil en gestion de patrimoine est aussi de vous aider à évaluer votre capacité à emprunter et à structurer vos dettes. Vous intervenez là aussi décidément. Alors pour commencer, quels sont les critères professionnels qui vont me permettre, par exemple, de demander, d'obtenir un crédit? Pour les salariés, il suffit d'avoir purgé sa période d'essai. Pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales, il faut à minima avoir 3 années consécutives d'activité bénéficiaire. Il y a évidemment des critères de revenus. Quels sont-ils? En théorie, il n'y a pas vraiment de critères de revenus. Tout le monde peut avoir accès au crédit en fonction de ses moyens. Mais il est difficile de s'endetter au-delà de 33% de ses revenus. C'est-à-dire que le poids de la dette bancaire ne peut pas être supérieur à 33% de mes revenus. Sachant que la banque va retraiter certains de ses revenus. C'est-à-dire retraiter de quelle manière? Est-ce que les banques retraitent les revenus? Dans un premier temps, la banque va déduire de mes revenus les pensions alimentaires que je verse. Ensuite, dans un second temps, elle peut ne considérer qu'une partie de mes revenus variables. Oui, et puis, dans un troisième temps, elle va pondérer mes revenus immobiliers. C'est-à-dire qu'elle va considérer uniquement une fraction de ses revenus, sans doute, et parfois la moitié de ses revenus. Alors, dans ces conditions, les 33% de taux d'endettement que vous évoquez peuvent être rapidement atteints, on l'imagine? Oui, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à organiser ce que j'appelle l'ossature de la dette. Dans la gestion de patrimoine, la façon dont on monte ces opérations de crédit est absolument primordiale. C'est ce qui permet en fait de les accumuler en strates. Lors d'une prochaine chronique, je vous expliquerai que contrairement aux idées reçues, il faut s'endetter avec des crédits le plus long possible. Ah oui. Et idéalement, veillez à ne pas avoir de crédit conso ou leasing de voiture qui ampute considérablement le taux d'endettement. Mais évidemment, ça c'est dans un monde idéal. Et puis c'est une question de bon sens. Oui, c'est ça, Olivier. Pour monter une opération de crédit aussi, il ne faut jamais se départir de son bon sens. Conseil de famille revient demain, Stéphane. À demain, Olivier. Cette chronique, toutes les autres, à podcaster sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. Et puis vos bonnes questions. Il commence à en avoir quelques-unes. On va prendre le temps d'y répondre dans les prochains jours. Je pense à Catherine qui nous a écrit, à Alain également, à Bernard à Paris. Ils se reconnaîtront. Conseil au pluriel -2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Et effectivement, à demain, Stéphane Moller et Olivier Daudet pour conseils de famille, pour tous vos bons conseils pour nous apprendre à gérer et à faire fructifier, pourquoi pas, notre patrimoine dans les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France reviennent demain, fidèles au poste, de 19h à 20h, en votre compagnie évidemment sur Sud Radio. La suite de votre soirée, comme tous les soirs d'ailleurs, de 21h à 22h30, vous retrouverez Sud Radio, écoutons-nous, c'est avec Muriel Hermine. Pour tout, en fait, cette heure, elle est pour vous. Cette heure et demie d'émission, elle est pour vous. Vous nous appelez 0826 300 300. Ce qu'on attend, c'est vos confidences. On vous donne des conseils avec Muriel Hermine, justement. Vous voulez changer de vie, changer de métier, déménager, pourquoi pas. Vous avez des doutes, vous vous questionnez. Muriel Hermine est là pour vous écouter et elle vous attend, quoi qu'il arrive, au 0826 300 300 de 21h à 22h30. Et puis auparavant, comme chaque soir, vous retrouverez Yvan Cugius pour le Loft Music. Aujourd'hui, Yvan Cugius reçoit l'humoriste Jean-Phi et Jean-Phi va vous faire découvrir, Jean-Phi Janssen va vous faire découvrir sa playlist musicale. Vous écouterez les meilleurs morceaux de musique qu'il a choisi pour vous. Ce sera le Loft Music de Sud Radio avec Yvan Cugius de 20h à 21h. Passez une excellente soirée à l'écoute de Sud Radio.